Bienvenue dans cette nouvelle analyse de Next Gen Manufacturing Nexus. Dans le monde de la fabrication de haute précision, la perfection, ce n'est pas juste un objectif, c'est carrément une exigence. Aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner cette quête de la pièce parfaite. Alors comment fait-on pour fabriquer une pièce de moteur d'avion comme celle-ci de manière parfaite? Et pas juste une fois, mais des milliers de fois. Chaque exemplaire doit être une copie absolument conforme du précédent au micron près. C'est ça le défi quotidien de la fabrication à haut risque. Pour y arriver, les industriels ont depuis longtemps une sorte de boîte à outils statistique qui a fait ses preuves. Et au cœur de cette démarche, il y a deux indicateurs clés, les indices CP et CPK. CP, CPK, ça peut sembler un peu technique et on pourrait croire que c'est plus ou moins la même chose, mais en fait, pas du tout. Ces deux indices racontent deux histoires complètement différentes sur la performance d'un processus. Le premier, c'est le potentiel, et le second, c'est la réalité du terrain. Pour que ce soit plus clair, prenons l'image d'un archet. Le CIPS, lui, il mesure la précision. Imaginez que notre archet tire 10 flèches, peu importe si elles sont dans le mille ou pas. Ce qui compte pour le CIPS, c'est qu'elles soient toutes très proches les unes des autres. Ça nous dit que le geste est répétable. C'est le potentiel de la machine, sa capacité à faire la même chose encore et encore. Maintenant, le CPK, lui, il mesure l'exactitude. Reprenons notre archet. C'est super d'avoir un groupe de flèches bien serré, ça montre de la précision. Mais si ce groupe est tout en haut, à gauche de la cible, eh bien on a raté l'objectif. Le CPK, lui, va regarder à quel point ce groupe de flèches est proche du centre de la cible. Il mesure la performance réelle par rapport à l'objectif visé. Et c'est là que ça devient crucial. Parce que dans la vraie vie, dans une usine, rien n'est jamais parfait. Les outils s'usent, la température de l'atelier change, bref, les processus ne sont quasiment jamais parfaitement centrés. Et c'est pour ça que le CPK, c'est souvent l'indicateur le plus réaliste, le plus honnête de la qualité que le client va vraiment recevoir. On pourrait se dire, super, on a les bons outils. Mais attention, même ces indicateurs si puissants ont un talon d'Achille. Ils sont basés sur une hypothèse fondamentale. Et si cette hypothèse ne tient pas la route, alors les chiffres peuvent nous raconter n'importe quoi. Et là, on tombe dans un faux sentiment de sécurité qui peut être très, très dangereux. Sur le terrain, ça donne des rapports de qualité qui ont l'air impeccables, alors que la réalité est tout autre. On va par exemple montrer une capacité sur seulement 5 petites pièces, sans mentionner que l'outil commence à être usé ou que la machine n'a pas encore atteint sa température de croisière. Résultat, les chiffres sont au vert, mais au final, le client, lui, reçoit des pièces défectueuses. Alors, quel est ce fameux problème de fond? Eh bien, c'est que tous ces outils classiques partent du principe que les données de production vont se comporter sagement et former une belle courbe de Gauss, une sorte de cloche parfaite. Ils s'attendent à ce que tout soit bien ordonné, bien prévisible. Le truc, c'est que la réalité d'un atelier est rarement aussi simple. Une machine peut avoir différents modes de fonctionnement, la température ambiante fluctue, bref, les données, elles ne ressemblent pas du tout à une belle cloche bien sage. Elles sont souvent bien plus complexes. Et c'est précisément là que les outils traditionnels se plantent complètement. Regardez-moi ça. C'est l'exemple parfait. À gauche, on a la forme réelle des données de production. Ça ressemble à une sorte de boomerang. À droite, c'est ce que l'outil statistique classique en déduit. Il essaie de faire rentrer ça dans une ellipse bien propre. Le problème, c'est que ça ne correspond à rien. Il passe complètement à côté de la réalité du processus et donc il sous-estime énormément le risque. Et là, c'est peut-être encore plus flagrant. La machine, en réalité, elle fonctionne sur deux modes bien distincts, deux modes très stables. On voit bien ces deux nuages de points. Mais l'outil classique, lui, il ne voit rien de tout ça. Il trace une seule grosse ellipse floue par-dessus et conclut que le processus est instable. C'est un contresens total. Bon, le constat est assez clair, non? Il faut arrêter d'essayer de faire rentrer la réalité de force dans des modèles statistiques trop rigides. On a besoin d'une approche qui, au contraire, s'adapte à la forme réelle des données, aussi complexe soit-elle. Et cette nouvelle approche, elle existe. On l'appelle l'analyse non paramétrique. Derrière ce mot un peu barbare, l'idée est toute simple. Ce sont des outils qui ne partent avec aucune idée préconçue. Ils regardent des données brutes et ils dessinent le contour exact de ce qu'ils voient. Et parmi ces nouveaux outils, il y en a un en particulier qui vient du machine learning qui est assez fascinant. Oublions son nom technique, ce qui est important, c'est ce qu'il fait. Il agit un peu comme un cartographe de précision. Il trace la frontière exacte du processus au plus près des données réelles. Et voilà ce que ça donne. On se souvient du boomerang de tout à l'heure? Eh bien, fini l'ellipse complètement à côté de la plaque. Ici, la méthode a parfaitement suivi le contour des données. On a enfin une vision juste et précise de ce qui se passe réellement. Et pour notre histoire de deux beignets, c'est la même chose. L'algorithme a bien identifié les deux modes de fonctionnement distincts. Et ça, pour un ingénieur, c'est une information en or. Il peut enfin comprendre comment sa machine fonctionne vraiment et donc l'optimiser. Savoir dessiner la carte exacte du processus, c'est déjà une révolution. Mais la prochaine étape, c'est d'avoir un GPS qui corrige la trajectoire en temps réel. On passe de la mesure passive à l'optimisation active. Et ça, c'est le rôle de l'IA.
Parce que, soyons honnêtes, jusqu'à aujourd'hui, même avec les meilleurs graphiques du monde, il fallait toujours qu'un opérateur ou un ingénieur les regarde, repère une tendance et décide quoi faire. L'IA, elle, est là pour court-circuiter cette étape. Une intelligence artificielle peut analyser non pas une ou deux, mais des centaines de variables en même temps. La température, les vibrations, l'usure de l'outil. Elle analyse tout ça et surtout, elle apprend les corrélations, même les plus subtiles, entre tous ces paramètres et la qualité finale de la pièce. Et le plus fort, c'est qu'elle apprend en continu. Chaque nouvelle pièce fabriquée est une nouvelle leçon. Elle ne se contente plus de dire « attention, il y a un défaut ». Elle apprend à dire « attention, dans 3 pièces, il y aura un défaut si on ne fait rien ». On passe donc de la réaction à la prédiction, et même mieux à la prévention. Au lieu de simplement sonner l'alarme, le système peut ajuster lui-même les paramètres de la machine en temps réel pour éviter que le défaut ne se produise. On ne trie plus le bon du mauvais, on s'arrange pour ne produire que du bon. Résumons le chemin parcouru. On est parti d'une simple courbe en cloche, puis on est passé à des outils capables de cartographier la réalité complexe de la production, et maintenant on arrive à une IA qui peut non seulement comprendre cette réalité, mais aussi l'influencer en temps réel. On ne se contente plus de mesurer la qualité, on la programme directement dans le processus de fabrication. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'IA peut faire ça pour une pièce de turbine, quel sera le prochain processus qu'elle va transformer ?